La destruction d'églises au Niger lors des manifestations anti-Charlie Hebdo les 17 et 18 janvier dernier était-elle spontanée ou préméditée? L'éradication du terrorisme international pourrait-elle passer par une coupure des sources de financement comme le préconisait le 23 janvier dernier le président français lors du sommet de Davos en Suisse? Comment expliquer la montée fulgurante de l'antisémitisme en Europe qui pousse la diaspora juive à quitter le vieux continent pour se replier en Israël? Et enfin, nous évoquerons les contours du conflit en Ukraine et leurs conséquences sur la géopolitique mondiale. Voici donc nos 4 sujets égrenés avant de retourner au Niger pour voir les images de ces violences contre l'Église. Je vous présente à nouveau nos 2 invités. J'ai donc à ma droite le professeur agrégé Gadi Abraham. Vous êtes professeur de droit international à l'université Abidjan-Cocody. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et juste en face, nous avons M. Ndri Justin. Vous êtes magistrat et conseiller technique du ministre ivoirien de la Justice. Président, bonsoir. Bonsoir. Ok, alors on capte maintenant sur le bilan de 2 jours de mouvement de colère contre le monde judéo-chrétien au Niger. Dans les rues de la capitale nigérienne, les églises sont devenues des cibles. Au moins 7 lieux de culte chrétien ont été incendiés. Le feu, une arme pour ces manifestants hostiles à la dernière une de Charlie Hebdo. Ils s'en sont pris aussi à plusieurs bars ou restaurants de la ville. C'est un rassemblement organisé ce matin près de la grande mosquée, malgré l'interdiction des autorités, qui a dégénéré. Ils ont offensé notre prophète Mahomet et nous sommes mécontents. Nous avons demandé aux fidèles de venir pour que l'on puisse expliquer notre point de vue, mais l'État refuse. C'est pour ça que nous sommes en colère aujourd'hui. L'État nigérien qui peine à maîtriser la situation, ce 4x4 de la police a été incendié. Abat les Français! Abat Charlie! Abat Charlie! Allah Akbar! Certains manifestants sont venus armés de pierres qu'ils jettent sur les forces de l'ordre. Ils s'en prennent aussi aux intérêts français. Des kiosques de l'opérateur téléphonique Orange comme celui-ci sont mis à sac. L'ambassade de France appelle ses ressortissants à éviter toute sortie dans la ville. Alors, comme on vient de le voir, les manifestations contre Charlie Hebdo au Niger ont eu des conséquences lourdes, non seulement sur les intérêts français dans le pays, mais également contre les églises qui, a priori, n'avaient rien à voir avec l'hebdomadaire ou satirique français. Alors, professeur, est-ce que vous avez été surpris par ce déchaînement de violence contre l'église? Il faut dire que 70 lieux de culte chrétiens ont été incendiés lors de ces manifestations. Merci. Je vais commencer par le dernier cri d'un enfant, peut-être qu'il avait 12 ans, qui a crié Al-Akbar. Je pense que ça veut tout dire. Normalement, Akbar signifie Dieu est grand. Dieu est grand quand Dieu accomplit des grandes choses, quand il délivre, quand il sauve, quand il restaure. Dieu n'est pas grand quand on brûle, quand on tue, quand on détruit des lieux de culte. Et là, ça pose un problème. Alors, on peut être surpris, mais je crois que nous sommes dans un contexte qui peut-être invite à réfléchir que, pour moi, sans être péremptoire, sans être catégorique, je pense que le contexte actuel, alimenté par l'activité de Boko Haram, doit y avoir pour quelque chose. Parce qu'il doit y avoir une influence consciente ou inconsciente, tout simplement. Et je crois que ça prend de culte pour ceux qui sont bien sur la base de ce qui se passe. Alors, l'Occident est en même temps confondu avec chrétienté, de sorte que lorsque une action se passe en France, ou bien quand un journal fait des dessins ou présente des dessins de Mahomet, alors tout ce qui représente l'Occident, c'est qui est archi faux. La foi chrétienne n'est pas occidentale. La foi chrétienne vient d'abord d'Israël qui se trouve au centre du monde. Donc il faut, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on est ignorant, mais je veux dire, il faut quand même avoir un minimum de culture pour savoir que la foi chrétienne n'est pas occidentale. Les premiers missionnaires n'étaient pas des Européens, les premiers missionnaires étaient bel et bien des Africains. Rappelez-vous le nuque éthiopien qui se trouve dans Actes chapitre 8. Donc en clair, je veux que les gens aient en même connaissance, je veux dire intellectuelle. Tout le monde n'est pas professeur d'université, mais au moins il est bien d'éduquer les uns les autres pour faire éviter la confusion entre foi chrétienne par exemple et Occident. Tout simplement. Visibilité des choses. Alors, Monsieur Ndri, Président, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez vu ces images-là pour la première fois? Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire un bref rappel historique. Il faut savoir que le Niger est un petit pays, de par sa population, 16 millions d'habitants. Donc le Niger de chrétiens. est
répartis en 3 grandes communautés. La communauté musulmane, 98%, communauté animiste, et la communauté chrétienne, à peu près 1 à 2%. Les chrétiens sont autour de 60 000 habitants. La population chrétienne sur une population de 16 millions d'habitants. Elle est très minime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut qu'on en revienne aux faits. À la suite de la publication du journal satirique Charlie Hebdo, des manifestations ont eu lieu. Dans le monde d'abord à Zender, la deuxième grande ville du Niger, et à Niamey, dans la capitale. Le bilan est lourd. Au moins 10 morts. 5 personnes tuées à Zender et 5 autres personnes tuées à Niamey. Des commerces détruits, des lieux de culte incendiés. Vous l'avez souligné, près de 70 églises détruites. 45 blessés. Essentiellement des commerces appartenant à des chrétiens. L'orphelinat de Niamey, que j'ai eu l'occasion de visiter lors d'un passage à Niamey, a été détruit. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi tant de haine contre la population chrétienne du Niger? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ces images-là? Alors, quand j'ai vu les images, je vous ai dit tantôt que j'avais fait une visite, une mission au Niger, et j'ai eu à visiter l'orphelinat. Dans cet orphelinat, fréquentaient de jeunes Nigériens de 1, 2, 3, 5 ans. Des jeunes gens qui avaient besoin de Jésus, parce que cet orphelinat avait été construit par la mission, par une mission chrétienne. Et ces jeunes gens, on leur enseignait l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans la rue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Justement, doublement orphelins. Voilà. Alors, selon vous, professeur, quel peut être l'intérêt justement des instigateurs de ce mouvement-là en s'attaquant aux églises qui, comme on le voit, n'ont rien à voir avec Charlie Hebdo? Beaucoup de chrétiens n'ont même jamais vu un seul exemplaire du journal français. Je me demande, et si c'était un prétexte? N'oublions pas que nous sommes dans une logique je dirais, de domination ou d'imposition d'une foi. C'est vrai que quand on a 1% de la population, on ne doit pas faire peur. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes. Hein. Je ne m'adresse pas, je ne parle pas des musulmans, je parle d'une conception de l'islam, hein, fondamentaliste, et qui évidemment, signifie opposition à tout ce qui est éducation. Et quand on parle d'éducation occidentale, c'est aussi éducation biblique. Ah, du moins, tout ce qui n'est pas foi chrétienne, tout ce qui n'est pas foi musulmane, non, tout ce qui n'est pas foi islamiste, disons-le, islamiste, doit être visé et détruit. C'est le grand Satan. N'oubliez pas ces images de drapeaux américains brûlés parce que les États-Unis encore font penser qu'ils sont chrétiens. Drapeaux français, tout ce qui rappelle l'Occident est confondu à la foi chrétienne. Donc, n'oubliez pas que c'est dans une logique, n'est-ce pas, de renversement de cette force en présence pour imposer un point de vue islamiste au monde. Il ne faut pas voir faut pas être, je vais dire, faut pas voir de recul, mais il faut le dire clairement et nettement. Je crois que pour moi, le voisinage avec le Nigeria, le nord du Nigeria, influencé, n'est-ce pas, a influencé, je pense, pour moi, de manière implicite, voire de manière explicite. Parce que n'oubliez pas que ceux qui ont fait ces actes se déplaçaient à moto, rapidement dans la rue. Ça veut dire qu'ils étaient organisés. Ils avaient acheté des bidons d'essence. Ça ne s'est pas fait de manière spontanée. Dès lors que les photos ont été publiées, certainement et probablement, il a dû avoir des consignes données de manière diffuse, n'est-ce pas, pour pouvoir s'attaquer à tout ce qui peut rappeler l'Occident. Et pour moi, ce n'est pas l'acte spontané, c'est un acte bien monté pour créer la psychose, mais davantage, n'est-ce pas, faire taire tout ce qui pouvait faire connaître Christ, mais en même temps aussi imposer, bien sûr, une conception islamiste de l'intimidation. Alors là, vous insinuez on est dans le prolongement du terrorisme. De Boko Haram dans ces violences-là. Alors, Président, est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur qui parle d'actes prémédités? Oui, je partage l'avis du professeur. Mais lorsqu'on parle de la préméditation, c'est quoi? C'est un concept juridique. C'est-à-dire, c'est le fait de nourrir un dessein avant de poser l'acte, un acte prémédité. Alors,
il faut qu'on ait des éléments de preuve pour étayer ce que nous disons. Dans mes recherches, j'ai lu le témoignage d'une religieuse qui disait ceci: à Noël, Boko Haram voulait incendier toutes les églises du Niger et nous brûler vifs. Mais pour une raison inconnue, ça n'a pas eu lieu. Personne ne sait pourquoi. Alors voilà ce que la dame dit, la religieuse. Boko Haram voulait incendier toutes les églises du Niger. Donc il y en a une rappelez-vous, clairement affichée. Boko Haram est né au nord du Niger. Boko Haram, de par son origine, c'est le Niger. Boko Haram est parti du Niger. Boko Haram, c'est une expression nigérienne, pour ne pas dire Haoussa. Vous voyez pourquoi Boko Haram prospère au nord du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Donc le Niger se barricade plus ou moins. Alors, donc, avec cela veut dire succès. quoi? Que, en fait, le prétexte tout trouvé était justement de faire rapidement l'amalgame avec du journal Charlie Hebdo. Mais depuis longtemps, le Niger nourrissait, je veux dire, c'est pas le Niger, les fanatiques au Niger, justement, qui prévoyaient justement de s'en prendre aux chrétiens. Parce que le professeur Gagui le disait tout à l'heure, lorsque on prend des bidons d'essence, c'est ce qu'on appelle la primaire, on prépare. Quelqu'un qui veut commettre un crime, il va acheter une arme, et avec des munitions, avant de passer à l'acte. Mais lorsqu'on a des bidons d'essence, et avec des petits groupes, et on passe de quartier en quartier organisé, c'était de la préméditation. Alors, ce n'était pas un acte spontané. Vous pensez clairement que les actes de violence qui ont été perpétrés contre les chrétiens au Niger lors de la deuxième semaine du mois de janvier étaient des actes clairement prémédités, afin de nuire à la foi, à l'expansion de la foi dans ce pays sahélien. Et je voudrais, si vous permettez, à l'entame de cette émission, exprimer ma compassion. Et ma compassion à l'endroit des frères et sœurs du Niger. Oui, nous ne les oublions jamais, parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils portent leur croix, il faut qu'on se souvienne d'eux. Ils vous auront certainement entendu. Merci. Alors, nous passons donc au second sujet de notre émission, à savoir la possibilité d'éradiquer le terrorisme au travers de la coupure des réseaux de financement vers les organisations djihadistes. Le président français le disait le 23 janvier dernier lors du sommet de Davos en Suisse. Alors, nous allons revoir rapidement cette vidéo, l'intervention de François Hollande. C'était donc, comme je vous le dis à l'instant, à Davos en Suisse ce 23 janvier. L'économie est donc une réponse contre la désespérance, la pauvreté et les risques d'instabilité et d'insécurité. Ici, à Davos, en parlant d'économie, en parlant de croissance, en parlant d'innovation, en évoquant la confiance, vous devez servir aussi la sécurité, la stabilité, la solidarité. Et c'est une responsabilité commune. Je vous appelle donc, forces vives du monde, grands acteurs économiques, chefs des plus grandes entreprises de la planète, je vous appelle donc pas simplement à la vigilance, mais à l'engagement. Je m'adresse en particulier aux grandes entreprises du numérique pour qu'elles puissent prendre leur part, identifier les contenus illégaux, les rendre inaccessibles et faire en sorte d'établir une forme de règle, parce que vous êtes aussi partie prenante de la régulation. J'appelle le système financier à couper les sources d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Ne laissez pas agir aujourd'hui une bête qui vous frappera aussi le moment venu. Alors là, je me tourne vers vous, professeur. On vient de le voir, François Hollande préconise une solution économique non financière à la lutte antiterroriste. Que pensez-vous de cette proposition du chef de l'État français? D'abord, il faut dire que c'est juste parce qu'il a tenu sur ses propos au cours d'une rencontre à Davos qui est un peu, si vous voulez,
la grande messe, hein, le forum économique mondial. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas seulement une question purement économique, c'est avant tout une question religieuse, une question idéologique, tout simplement. Alors, on a bien sûr, en le disant, il pensait plus aux ressortissants français, européens, qui peut-être pas dépit ou parce que marginalisaient ce que le Premier ministre français a appelé, Manuel Valls a appelé l'apartheid en France. C'est beaucoup plus pour cela. Or, le terrorisme n'est pas lié à la situation des jeunes Français. C'est un phénomène, bien sûr, qui est international. Bon, il faut d'abord, ce qu'on appelle terrorisme, c'est d'abord un ensemble d'actes de menaces, n'est-ce pas, qui sont engagés, susciter de la peur, imposer son point de vue pour des raisons purement politiques ou religieuses, et tout simplement. Ah, donc, quand on se trouve dans cette logique-là, elle n'est pas justifiée par des raisons économiques. On est dans une sorte d'exaltation d'une foi, quand il s'agit d'être religieux, ou d'une conviction politique, idéologique, parce que n'oubliez pas que ce qui a suscité la Première Guerre mondiale, c'était aussi un acte terroriste. Qui a été posé en 1918. Donc on est dans une logique de terreur, d'imposer un point de vue, soit religieux, soit politique. Donc pour moi, la réponse n'est pas d'abord économique. La réponse, vous voyez, à tout axe, il faut d'abord lire le mobile. Et si c'est pour des raisons politiques, il faut apporter une réponse politique. Mais il se trouve que nous sommes dans un contexte international qui lui-même, n'est-ce pas, crée, je veux dire, cette ambivalence, c'est-à-dire cette opposition entre, je veux dire, deux mondes. Le monde occidental, qui semble dominer, ça je l'ai dit la dernière fois, et le monde non occidental qui semble être dans une situation de frustration. Donc on a affaire à des personnes non seulement frustrées, mais qui veulent surtout imposer leur point de vue. Pour moi, la réponse n'est pas économique, la réponse est politique, la réponse est idéologique, la réponse est aussi et surtout spirituelle. Alors, Président, qu'en pensez-vous? Je ne partage pas totalement le point de vue du professeur. Je prends en compte la définition qu'il a faite du terrorisme. Il s'agit d'actes de violence perpétrés contre des cibles pour des mobiles politiques, idéologiques ou religieux. Mais vous savez que les activités terroristes exigent l'accès à un financement. C'est clair. L'accès à un financement. Quelles sont les sources? Les sources du financement. Le président français parlait de financement parallèle, le trafic d'armes, d'argent, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, ce qu'on appelle la drogue, les prises d'otages et les paiements de rançon, on y reviendra les paradis fiscaux, etc., etc. Donc, il y a les sources de financement. Il y a des sources légales et des sources illégales. Sources légales, il y a des organisations, des ONG, des organisations qui, sous le couvert de faire des bonnes œuvres, mais en réalité, ce sont des organisations qui financent le terrorisme. Est-ce qu'on n'a pas les moyens justement de contrôler tous ces flux de capitaux-là? Alors donc, après l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, vous savez, les États-Unis ont été frappés au cœur. Et qu'est-ce qui a été frappé? Un symbole fort, le Wall Street, c'est-à-dire tous les tours jumelles qui symbolisent la richesse et la puissance économique des États-Unis. À partir de cet instant, les États vont s'organiser autour d'une structure qu'on appelle le GAFI, le groupe d'action financière. Et le GAFI va élaborer des normes qui vont se refléter au niveau régional. On a le GIABA, le groupe interafricain contre le blanchiment d'argent. Et dans nos États, on a des structures qu'on appelle, par exemple, la CENTIF, etc. Donc, la réponse, dans un premier temps, c'est une réponse économique. C'est-à-dire qu'il faut assécher les sources de financement. Parce que les terroristes, voyez-vous, Boko Haram, dans ses actions, Boko Haram faisait de l'assassinat gratuit. Et on leur a dit, ah non, mais vous ne pouvez pas avoir de l'argent. De temps en temps, il faut faire des prises d'otages. Quand vous faites des prises d'otages, on paye des rançons, ça vous permet de financer. Ça, c'est un point de vue du terrorisme. Justement, quand il s'agit par exemple de personnes qui transforment en bombes, on n'est pas dans l'aspect économique, on est dans un aspect d'abord idéologique et spirituel. Pour moi, l'aspect économique n'est qu'un aspect dérisoire, résiduel. On est dans une logique idéologique et religieuse.
Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille de 10 ans à accepter de mettre sur elle une bombe? C'est de façon inconsciente, c'est pas de raisons économiques, c'est pour des raisons idéologiques et religieuses. Vous voyez, quand on élargit le concept, on n'est pas dans l'économique, on est d'abord dans le religieux et dans l'idéologique. D'abord, maintenant, bien sûr, ça c'est le cas de 11 septembre, ça c'est un cas de terrorisme de masse. Mais lorsque de manière isolée, on pose des bombes, là aussi, on est dans le terrorisme, mais qui n'est pas forcément alimenté par des ressources financières, mais qui est d'abord alimenté par des raisons fondamentalement religieuses et idéologiques. Lorsqu'on dit que celui qui nous fait à 70 vierges au paradis, on n'est plus dans l'économique, on est dans le religieux, on est dans l'idéologique. Donc c'est pourquoi je pense que les réponses données sont des réponses d'hommes politiques, mais en réalité, il faut aller au-delà. Pour moi, nous sommes dans une logique également, je ne sais pas, de domination de foi et d'idéologie. D'abord, parce que dans tous les cas, les pays qui alimentent, les ressources financières ne manqueront pas. Et je ne crois pas que les actes terroristes qui remontent à des années en arrière étaient forcément alimentés par des réseaux financiers. C'est d'abord alimenté fondamentalement religieuse. Rappelez-vous ce tas qu'avait posé ce étudiant nigérian qui avait pris un vol KLM et qui voulait se faire exploser en l'air. C'était pas économique, c'était religieux. Il se réjouirait de voir un avion exploser avec 200-300 personnes à bord. Il partait au paradis avec 70 vierges. Donc on n'est pas dans l'économique, tout à fait. On est dans le religieux. Tout à fait. On est dans l'idéologique. C'est pourquoi je pense que la réponse, pour moi, bien sûr, un président français ne peut pas préconiser une réponse spirituelle. Moi, je pense que c'est aussi la question de pouvoir renverser les valeurs pour dire on ne peut pas tuer et puis aller au paradis et avoir 70 vierges. Parce que le paradis, ce n'est pas la jouissance sexuelle. C'est d'abord la jouissance d'une plénitude en Christ, une communion avec Christ. Donc, je pense que si cet aspect religieux est pris en compte de manière claire, peut-être que l'équilibre de la terreur peut évidemment changer. Tout à fait. Mais c'est pour montrer qu'il faut faire la tuque plurielle. Je veux dire, justement, vous le dites, là, le président d'attaquer à la possibilité, disons, de subsistance de ces différentes organisations-là. Est-ce que quelque part, à partir de son cri de cœur, les grands milieux de la finance mondiale seraient prêts, selon vous, à coopérer efficacement et honnêtement de sorte à mettre fin à ces transactions financières opaques? Parce que là, François Hollande le dit clairement, ils en ont la possibilité. Tout à fait. Ce que je suis en train de dire, nous partageons fondamentalement le fait que le mobile qui pousse les terroristes à agir, c'est soit un mobile religieux, idéologique ou économique, et même politique. Comprenez? Mais aujourd'hui, parce que le sujet sur lequel nous débattons, c'est quoi? Il s'agit du financement du terrorisme. Le terrorisme se nourrit de quoi? Il se nourrit de l'argent sale. C'est cela. Et le contexte du discours du président François Hollande, c'est au sommet de Davos. Quand il parle de paradis fiscaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des zones, des pays dans lesquels on peut épargner, on peut faire des transferts d'argent sans contrôle. Tout à fait. Mais depuis les attentats de New York, je vous ai parlé de cette institution qui est le GAFI, du GIABA. Aujourd'hui, dans nos États, nous avons des lois. En Côte d'Ivoire, nous avons la loi sur le blanchiment, contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et au niveau de la CEDEAO, enfin de la BCEAO, qui est l'institution d'émission de billets, est en train d'élaborer une loi communautaire pour réglementer. Vous savez, quand celui qui fait du trafic de drogue et qu'il vient investir, par exemple, dans l'immobilier, c'est ça le blanchiment. C'est-à-dire prendre de l'argent qui a une origine sale pour l'investir dans un domaine propre. C'est cela. Donc, tous les terroristes, que ce soit pour un mobile politique, ou un mobile religieux ou idéologique. Mais le terrorisme, il faut bien qu'il puisse... La bombe, survivre, ça se fabrique avec quoi? Tout à fait, avec des moyens chimiques et tout cela. Voilà. Mais il me semble que pour moi, c'est un mauvais diagnostic simplement parce que des gens vont continuer à poser des actes, même avec des bombes artisanales. Même si aujourd'hui, on a tendance à indexer les pays, les monarchies du Golfe comme étant les sources de financement. J'espère qu'en asséchant les sources, il ne puisse plus avoir d'actes terroristes. Mais je vous le promets, ça fait de prophétie, il en aura toujours. Parce qu'en mettant sur soi une bombe artisanale, on peut toujours faire mal. En fait, il y a des sources financières pour pouvoir faire des actes terroristes à niveau
plus élargie. En fait, c'est cela. Mais la motivation n'est pas d'abord économique. Pour moi, elle est idéologique et spirituelle. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Justement, alors parlons des motivations, parlons des moyens de maintenir disons, toute cette machine-là en place. Vous avez parlé tout à l'heure, Président, disons, des rançons qui sont utilisées par les ravisseurs pour faire du chantage afin de se remplir les poches, pour mieux continuer leurs activités. Alors, rapidement, un mot chacun. D'abord, vous, Président, est-ce que vous pensez qu'il faut payer, un peu comme ce fut le cas récemment avec l'œil qui continue toujours à détenir le pilote jordanien? Faut-il payer comme les rançons, ou ne pas les payer comme le Japon a refusé de le faire, au risque de perdre la vie d'un compatriote? Rapidement, un mot là-dessus. Le choix est souvent difficile à faire. Il s'agit de mettre dans la balance la vie d'un individu et puis l'argent. Alors, ou la raison d'État. Oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce que c'est que la rançon? C'est le prix qu'on paye pour obtenir la libération. Je dirais, le Seigneur Jésus aussi a payé la rançon pour que nous soyons sauvés. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Pour vous, lorsque la vie d'un individu est en jeu, qu'importe. Alors pour vous, on paye la rançon. Alors pour vous, professeur, qu'est-ce que vous pensez? On paye la rançon, quitte à... Ce n'est pas la balance entre la vie d'un homme et de l'argent. C'est la balance entre la vie d'un homme et la vie d'une nation, tout simplement. Parce que si vous financez, si vous acceptez de céder, libérer 2 ou 3 prisonniers, et qu'en échange, vous donnez des millions de dollars ou d'euros, justement, ils auront la motivation supplémentaire pour en commettre d'autres. Je crois que quand ils vont se rendre compte que on ne peut plus continuer dans la rançon, justement parce qu'ils n'auront pas à gagner, ils vont continuer à tuer. De toute façon, c'est le but. Donc, autant refuser de donner de l'argent maintenant que de leur en donner, parce que justement, ça devient un jeu. Ils vont en prendre davantage et ils vont avoir plus de moyens, plus de ressources pour attaquer davantage. Donc, si pour moi, on de manière claire, on se dit, vous voulez que 2 ou 3 personnes meurent, mais que ceux qui sont la base des morts n'aient pas de ressources, du moins réduire leur capacité de nuisance, en réduisant, n'est-ce pas, l'accès aux ressources. Pour moi, le choix est de faire, je refuse de faire une rançon. Qui meurt, mais je pense qu'il vaut mieux préserver la vie d'une nation entière que de nourrir des ressources qui vont continuer à tuer et à détruire. Ok, disons les privés de l'économie des otages. Oui, Alors nous en venons donc à la 3e étape de nos échanges avec ce 3e sujet qui concerne le retour massif des Juifs d'Europe vers Eretz Israël. Ces dernières années, l'antisémitisme a pris véritablement de l'ascendant en Europe et la plupart des Juifs d'Europe préfèrent aujourd'hui retourner vers Israël où ils se sentent plus en sécurité. On va donc suivre cet élément qui nous permet de mieux comprendre les motivations de leur départ du vieux continent. À Paris, c'est encore le temps du deuil pour la communauté juive après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts dans ce supermarché cachère. Dans cet autre magasin cachère situé juste en face, la question lancinante de la montée de l'antisémitisme refait surface. La France, qui compte la communauté juive la plus importante d'Europe, est-elle toujours un endroit sûr? En Europe, en tout cas, il y a un mouvement qui nous fait penser que l'antisémitisme est en hausse. Et ça, c'est pas que en France. Et je pensais pas que ça allait arriver si vite en France. C'est vrai que depuis l'histoire d'Ilan Halimi, pour moi, j'ai été traumatisée, mais vraiment traumatisée. Suite à ça, il y a eu Toulouse. Moi, ma fille, elle s'est mariée avec un Toulousain. Et si vous allez à Toulouse, alors là, vous verrez. Tous les jeunes, il n'y a aucun jeune qui veulent rester à Toulouse. Hein. 0, personne ne veut rester à Toulouse. Les jeunes ont peur là-bas. En 2006, Ilan Halimi était enlevé, torturé à mort par un gang organisé qui estimait que parce qu'il était juif, il était forcément riche et que ses proches paieraient la rançon réclamée. En 2012, 3 enfants et un enseignant étaient tués dans une école juive de Toulouse par Mohamed Merah. Au sein de la communauté juive de France, l'idée d'émigrer vers Israël fait donc son chemin. En 2014, 7000 Français de confession juive ont ainsi rejoint l'État hébreu, soit 2 fois plus que l'année précédente, un chiffre record selon l'Agence juive pour Israël.
Alors, Président, comme on vient de le voir, les attaques contre les Juifs en Europe se multiplient, surtout en France. Les dernières datent justement des attaques terroristes de Paris qui ont visé donc Charlie Hebdo et par conséquent, disons par ricochet, l'hypercachère de Vincennes dans la capitale française. Est-ce que l'Europe est en train de replonger dans le phénomène antisémite de l'avant-deuxième guerre mondiale qui avait conduit justement à l'Holocauste? Je voudrais rappeler ceci. L'histoire des Juifs d'Europe remonte à près de 2000 ans. Les Juifs ont joué un important rôle économique, rôle culturel, politique en Europe. Un rôle scientifique. Mais scientifique, très oui. Important. Mais les Juifs ont aussi été persécutés. Et le paroxysme, nous nous souvenons tous, c'est en 1945, l'extermination de près de 6 millions de Juifs. Il faut rappeler qu'il y a eu l'Inquisition, il y a eu les différents pogroms au 19e siècle. Donc je voudrais retenir simplement cette date-là, 1945, ce qu'on appelle la Shoah, le massacre des Juifs. Ben, après 1945, la situation s'est relativement stabilisée. Ça et là, on a assisté à quelques scènes d'antisémitisme, etc. Mais aujourd'hui, le phénomène se pose avec beaucoup d'acuité. L'antisémitisme, c'est-à-dire cette philosophie qui veut que le juif soit exterminé, soit tué parce qu'il est juif. C'est cela. Et parce qu'il est riche. Parce qu'il est trop influent. L'attentat de Paris vient illustrer tristement cela. Alors aujourd'hui, n'oublions pas que la population en Europe, la France, la Grande-Bretagne et la Russie sont les pays européens où il y a un fort taux de présence de Juifs. En France, il y a près d'un million, près de 600 000 Juifs qui vivent en France. La France a pris la plus grande communauté aujourd'hui, juive d'Europe. Face à la flambée de l'antisémitisme, vous avez écouté le discours du Premier ministre Netanyahou, pathétique, qui dit de retourner en Israël, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent être en sécurité. Il y a de sécurité nulle part. Il les invite à retourner sur leur terre, chez eux. Aujourd'hui, mais toute cette actualité, il faut la regarder à l'aune de la parole de Dieu. À l'aune de la parole de Dieu. Les Juifs, ils seront haïs, ils seront méprisés, ils seront détestés partout. Comme ce fut déjà le cas dans l'ère biblique avec l'épisode de Mardochée et de Haman. Alors, pasteur, je me tourne vers vous, disons professeur, vous êtes aussi pasteur, donc ça revient parfois. Alors, selon vous, quelle peut être la visée finale de ceux qui ourdissent ces attaques contre la communauté juive? Départ des Juifs d'Europe ou simplement une rééditation de la Shoah? Oui, je crois que je vais rappeler deux faits. Il en a parlé, ça c'est important. Le procès de Dreyfus, oui, 1897. Et qui a mené, Balzac a écrit « J'accuse ». On a vu plus tard... C'est plutôt Émile Zola. Émile Zola plutôt, qui a écrit « J'accuse ». Donc on est dans une logique où, lorsque le peuple juif est complètement assiégé, se déroulent des événements. Et n'oubliez pas également la déclaration Balfour, juste en 1917. Justement, donc, et qui finalement a conduit au retour vers la terre de Palestine. Donc, je suis en train de me demander. Après la fondation de l'OSM. Bien sûr. Je suis en train de me demander si ces situations, ces faits ne vont pas, et c'est le cas déjà, ne vont pas conduire vers le retour d'Israël pour confirmer les écrits bibliques. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait des faits qui conduisent, n'est-ce pas, à l'accomplissement des écrits bibliques. Donc, procès Dreyfus, bien sûr, déclaration de Balfour, qui, par bien sûr, cette déclaration a conduit à un retour d'un certain nombre d'Israël sur la terre, bien sûr, de Canaan, et progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à l'indépendance d'État d'Israël en 1948. Donc, on est, pour moi, dans cette logique de retour massif. Peut-être que ce n'est pas encore tout le grand retour, mais déjà des signes se présentent et c'est comme ça pour moi, il faut lire absolument ce qui se passe actuellement. Alors quelle peut être la conséquence, selon vous, Président, de tout cela? Le pasteur a parlé peut-être d'aboutissement vers un retour plus grand en l'État d'Israël, mais est-ce qu'on ne s'achemine pas quelque part vers cette fameuse prophétie biblique
quand le Seigneur Jésus-Christ disait lorsque vous verrez les armées du monde aux portes de Jérusalem, est-ce qu'il n'y aura pas quelque part cette fronde mondiale, planétaire, contre les enfants de Jacob? Tout à fait. Je le disais, c'est-à-dire l'actualité doit être lue, perçue au regard de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est plus actuelle que l'actualité que nous sommes en train de décrypter aujourd'hui. Il faut bien qu'il y ait des prétextes. Souvenez-vous, lorsque l'Église est née, ils étaient où? Ils étaient à Jérusalem. Ils étaient assidus au temple. Ils partageaient le pain jusqu'à ce que Dieu suscite la persécution. Et les chrétiens vont se disperser, alors ils vont annoncer l'évangile. Dieu va susciter également la persécution des Juifs. Que ce soit, il y aura des persécutions, même aux États-Unis, pour que la prophétie s'accomplisse. Et donc, les événements que nous sommes aujourd'hui en train de commenter s'inscrivent dans ce que la parole de Dieu a appelé les signes des derniers temps. La haine contre Israël. Israël est au cœur des nations. Tout à fait. Et donc, quand nous regardons Israël, comme la Bible dit, lorsque vous voyez le figuier qui reverdit, sachez que le temps est proche. Alors, rapidement, un tout dernier mot là-dessus, professeur Gadji, mais là je vous consulte en tant que pasteur. Est-ce que vous ne pensez pas justement que la présence, disons, de Juifs dans ces différents pays européens, qui ne sont pas forcément sionistes, peut quelque part aider à contrecarrer ou à retarder l'accomplissement de tous ces signes-là? Mais vous l'avez dit. Parce qu'on a en France des personnalités juives très influentes. On a Nicolas Sarkozy, on a BH, on a tellement de personnes, on a même le président. C'est ce qu'on dit. En griffe. Parce que quelque part, on a tellement de personnalités françaises, même hors de la France. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aider quelque part? Mais absolument, je pense, bon, je vais même au-delà de la France, il n'y a pas que la France. Oui, les États-Unis, on sait un peu. Même le président Obama, qui est d'origine juive quelque part. Les influences qu'on a. On est pour moi dans le prophétique tout simplement, parce que ça ne les explique pas. Comment on peut l'expliquer tout cela? Et bien évidemment, lorsque les Juifs partent, qui prend la place? Ce sont les Chinois. Tout simplement, ce sont les Chinois. Parce qu'il faut lire les événements tels que nous les connaissons à l'aune des prophéties bibliques. Et pour moi, bien sûr, cet alliage, ce retour massif va se réaliser. Et de sorte que ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 37, les 60 déchets qu'on a pris vie, Ézéchiel 38, 39, puis ça s'accomplit. On est dans cette logique-là. Et pour moi, quelles que soient les dispositions prises, rien ne pourra empêcher cette parole de s'accomplir. Parce que pour moi, elle est certaine et c'est déjà arrêté. Alors, il semble qu'on est quelque part gêné. Rapidement, en 2 secondes, on est quelque part gêné par la trop grande ascension des Juifs dans les différentes sociétés où ils émigrent. Comme c'est souvenez-vous, dans l'Empire persémé. Deutéronome 28. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous allez prêter et vous n'allez pas emprunter. Donc partout où les Juifs passent, Dieu a fait qu'ils sont intelligents. Ils sont dans le monde des affaires, le monde de la finance. C'est cela. Et donc leur croissance économique, leur puissance économique, ça suscite de la jalousie. Forcément. Mais peut-être que je dis un mot sur ça. Ce qu'il a dit est parfait, mais c'est la Bible. Et il se trouve que malheureusement, le milieu évangélique n'arrive pas à s'approprier ces promesses. Comment et pourquoi les Juifs prospèrent-ils sur la base des promesses de Dieu? Et les chrétiens qui ont à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament sont derrière. Il y a un problème. Il y a une compréhension des critiques qu'il faut avoir, une compréhension holistique. C'est que la parole de Dieu n'est pas seulement pour le ciel, elle est aussi pour posséder la terre et la assujettir. Absolument. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine. Et je pense que cette compréhension de l'évangile n'est pas suffisamment claire. On passera le temps à prier, à jeûner, à parler la langue, et les autres vont posséder la terre, alors que la terre, pour nous, est un lieu de possession, d'héritage, de domination. Parce que le règne de Christ doit venir sur la terre, ce n'est pas au ciel. La volonté de Dieu est comme écrit dans la parole de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je pense que la prospérité des Juifs doit aussi interroger les chrétiens sur leur obligation également, sur la base de l'alliance abrahamique, à être aussi prospères, afin que ceux qui ne sont pas de la foi puissent dire, mais tiens, les hommes de la Bible, les hommes du livre saint, sont ceux qui dominent le monde. Pour l'instant, on en est encore loin, on est conscient de chemin à parcourir, il faut absolument s'engager dans cette voie-là. Tout à fait. Et je voudrais compléter ce que rapidement, le professeur vient de dire. En 2 secondes. Parce que, vous voyez, il y a un autre enseignement qu'on peut tirer. Vous savez, à partir
des persécutions dont sont victimes les Juifs, le Seigneur est en train de nous dire qu'il ne faut pas aussi placer sa confiance dans les richesses. Parce que tous ces Juifs qui sont puissants en Europe, avec la persécution, ils seront obligés d'abandonner toutes leurs richesses pour retourner sur la petite terre de Palestine. Parce que là-bas, ils sont des étrangers. Ils ne sont que des voyageurs. Leur véritable patrie, si on peut le dire, c'est Canaan. Ok. Alors donc on va aborder rapidement le quatrième et dernier thème de notre émission, à savoir donc la crise en Ukraine et ses conséquences sur la géopolitique mondiale. Quelles peuvent être donc les conséquences donc de l'insurrection des rebelles séparatistes de l'Est? C'est ce qu'on va voir, mais avant on va suivre rapidement cet élément qui revient sur l'ampleur des violences dans l'Est de l'Ukraine. Ils sont les nouveaux maîtres des lieux. Des séparatistes pro-russes parcourent ce qu'il reste de l'aéroport de Donetsk. Un amas de ruines et de corps recouverts en partie de gravats. Jeudi, ces combattants ont chassé les soldats du pouvoir central de Kiev. Une victoire symbolique après des mois de combats meurtriers, poursuivis dans les moindres recoins de l'édifice. 9 mois après le début de la guerre civile, aucun apaisement en vue dans l'est de l'Ukraine. Pour les civils non plus, le jour même de la prise de l'aéroport, 13 d'entre eux, victimes d'un tir d'obus, perdaient la vie dans une rue de Donetsk. Alors, professeur Gadji, selon vous, la crise en Ukraine, est-ce qu'on est en train d'assister à une résurrection de la guerre froide, de façon très ouverte? Nous sommes dans la guerre froide, mieux, nous sommes dans une guerre quasi déclarée. Il y a eu bien sûr les périodes de détente et tout cela avec l'arrivée de Kennedy plus tard, ensuite de Khrouchtchev, de Gorbatchev. Le passage de pardon. Absolument. Mais je crois nous ne sommes même pas dans la guerre froide. Je pense qu'on a dépassé le stade de la guerre froide. N'oubliez pas que, pas plus tard qu'avant-hier, Susan Rice, qui est le représentant des États-Unis aux Nations Unies, a été influencé bien sûr dans sa position et les États-Unis vont donner des armes de destruction, de défense à l'Ukraine. On n'est plus dans la guerre froide, on est dans la guerre tout simplement. Et donc, pour moi, les choses qui s'accélèrent montrent simplement que les relations internationales sont des relations cycliques. Des périodes de guerre froide, des détentes, même de guerre ouverte. Parce que ce que je veux dire en 2 mots, c'est que le monde n'est plus, contrairement à ce qu'on a pensé. Pendant longtemps, il était bipolaire, ensuite il est revenu, il est devenu unipolaire. Après, nous sommes dans une situation de multipolarité, c'est-à-dire avec bien sûr d'un côté les États-Unis qui sont les têtes de pont, bien sûr le monde occidental, et de l'autre côté on a ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Qui s'inscrivent dans les langues bien sûr, et qui sont justement en train également de pouvoir revendiquer une partie de la domination et du contrôle du monde. Donc cette guerre de l'Ukraine pose cette question de la multipolarisation justement et de comment les relations internationales vont être guidées. Parce que celui qui va dominer l'Ukraine, qui va gagner l'Ukraine, va avoir la confiance des autres pays. Et c'est pourquoi la Russie se bat, parce que l'OTAN a montré qu'elle est capable de protéger ou de s'étendre au niveau des républiques voisines, mais surtout un clin d'œil à ses alliés chinois, indiens, à ses alliés de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud, du Brésil. Donc on est dans cette logique, là, cette lecture-là. Et c'est pourquoi les positions sont complètement tranchées. Bien sûr, il y a des attaques d'autres économiques au niveau de la monnaie russe, mais bien sûr aussi, ils répliquent par des mesures économiques. Donc je crois qu'on est loin de s'en sortir. Je ne crois même pas que ça va s'améliorer. Non, je ne crois pas du tout. Opère justement en Ukraine. Alors il faut aussi ajouter que l'Ukraine a été sortie du giron russe du giron soviétique seulement en 1991. Après, justement, la fin officielle de la guerre froide. Alors, est-ce que les séparatistes de l'Est ont les moyens de tenir longtemps face à Kiev, alors que leurs parrains russes sont frappés par des sanctions, donc fragilisés par cette pression occidentale-là? Pour résumer la situation qui se déroule en Russie, en Ukraine. En Ukraine plutôt. En Ukraine, en fait, l'Ukraine apparaît comme un laboratoire où les Américains et les Russes viennent tester leurs armes, ce qu'ils viennent de fabriquer, comme si c'était un pays africain. Généralement, ce sont les États africains qui font la guerre civile, c'est-à-dire... Et aujourd'hui, à quoi assistons-nous? On a des séparatistes pro-russes. Et on a une autre population qui est pro-occidentale. Mais en vérité, cette guerre des chefs
qui sont les victimes? Ce sont les populations russes, les populations ukrainiennes ukrainiennes de l'Est de l'Ukraine, surtout. qui sont les victimes. Alors vous dites, est-ce que les séparatistes vont-ils avoir le dessus sur... tenir longtemps, parce que- tenir longtemps. Aussi vrai, ils longtemps, vont subir le revers de canton à l'armée, mais jusqu'à quand? qu'ils seront soutenus Bien sûr. par la Russie, la guerre va perdurer. durer. Alors, justement, aussi longtemps. Vous le dites si bien, aussi longtemps qu'ils seront soutenus par Moscou. Le président russe a un tempérament assez fort qui permet justement à cette tension-là de persister. Est-ce que on peut aboutir, disons, en cas de pression trop forte sur Moscou, à, disons, une sorte de concession de la part de la Russie qui va donc obliger ses pions sur le terrain à aller à un compromis peut-être défavorable? Moi, je ne crois pas. N'oubliez pas que le président actuel de la Russie a été au KGB, c'est vieux secret. Et il nourrit l'idée de la grande Russie à l'époque de l'URSS. Bien sûr, à un moment donné même, Gorbatchev a été accusé à Tikhon de trahison. Donc, on n'est pas dans une logique de stratégie consistant à laisser faire. Je crois que la Russie joue son avenir. Son avenir sur le plan international. N'oubliez pas que... J'arrive une minute. Au-delà de l'aspect de la guerre qui se pose, qui a lieu en Ukraine, la Russie défend certaines valeurs. Je m'excuse, mais ils sont contre l'homosexualité, le mariage des hommes et des femmes, et le mariage entre les hommes et le mariage entre les femmes. Ils sont aussi pour l'attachement à certaines valeurs morales et valeurs orthodoxes, au fait. Absolument. Ce que pour l'instant semble complètement régner le monde occidental qui s'est déchristianisé. Donc, au-delà de l'aspect idéologique, il y a une dimension même religieuse et morale que défend la Russie. Mais absolument, ne l'oublions pas. Donc, c'est même une question d'existence. On parle d'espace vital. C'est l'avenir de la Russie qui se joue ainsi. Et donc, s'il faut tenir le coup et résister par tout moyen, il faut le faire. N'oubliez pas qu'il y a un mois en arrière, le président russe à la rupture s'est rendu en Inde et en Chine justement pour voir comment contourner ces sanctions militaires, donc des sanctions économiques. Donc on est dans une lecture, je dirais, frontale. Et la semaine dernière, la déclaration de Gorbatchev est assez claire. Il ne parlait pas de guerre froide, il ne parlait pas d'une guerre quasi larvée, confrontation directe, par l'intermédiaire. Elle se déroule non pas par la guerre entre les Américains directement et les Russes, mais au sein du territoire ukrainien, où vous avez des armes américaines et des armes russes. On est dans une logique de confrontation. Et quand on commence comme ça, jusqu'où ça peut aller, Président, ce que vous entrevoyez, c'est un compromis où on va carrément à la rupture de façon inespérée, peut-être ce qu'on ne souhaiterait pas. L'escalade de la violence, je pense que rapidement. On ne va pas aller faire les relations internationales. Hein. Il faut sortir les muscles pour pouvoir exister. On est dans l'équilibre de la terreur, on va parvenir forcément à une décrispation. Je crois en cela. Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de ce faut qu'il y ait un perdant. C'est comme la crise de Berlin. Lorsque, bien entendu, les Russes avaient carrément bloqué cette partie, il a fallu que les pays occidentaux demandent aux Américains fassent des approvisionnements au niveau de Berlin-Est, jusqu'à ce que les Russes se rendent compte que Berlin-Est prospérait et pouvait survivre sans l'autre côté. Donc, pour moi, s'il n'y a pas un perdant, peut-être pas de manière logique, pas de manière ouverte, mais une personne, soit une chute brutale de l'économie russe, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas pour moi relâche. Je pense que la confrontation va être très forte, elle peut même s'empirer, parce que dans un an, Obama quitte le pouvoir, et peut-être qu'on pourrait avoir la tête des qui sont plus les républicains, qui sont plus radicaux et qui sont généralement plus fougueux. Donc on pourrait arriver à une tension plus forte et plus, je dirais, plus dramatique que ce à quoi on assiste maintenant. Tout à fait. Alors, on va prendre des derniers mots de part et d'autre. On est au terme de notre émission. Alors, je commence par vous, Président. Votre dernier mot sur tous ces sujets-là, rapidement, quelques secondes. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ce que l'on peut retenir au terme de ces quelques heures d'échange, c'est que le monde bouge. Mais le monde n'est pas meilleur. Le monde d'aujourd'hui n'est pas meilleur. Nous devons nous préparer parce que le Seigneur Jésus revient. Nous préparer, qu'est-ce que vous entrevoyez dans cette préparation-là? Nous préparer, nous sommes sur une chaîne chrétienne. Et donc, nous adressons aux chrétiens. Et par-delà, les chrétiens, tous ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, parce que c'est cela. Nous décryptons l'actualité, mais cette actualité doit se lire à l'aune de la parole de Dieu. Tout à fait. Et donc, quand nous voyons tous ces signes
ce qui se passe devant nous, cela doit nous interpeller, à nous préparer à une vie, une qualité de vie qui plaise à Dieu. Tout à fait. Et alors, pour aller dans le même sens du aussi, pasteur et du professeur, dans le même sens, au-delà du fait de se préparer, c'est sur l'occasion plus que jamais d'annoncer la bonne nouvelle. Certaines personnes en aura assez de ces tensions, de ces cris, de ces actes, peut-être une foi qui pour moi est une foi peut-être un peu trop extrémiste. Extrémisme et religieux. que les gens auront envie de dire, mais tiens, pourquoi ne pas se tourner vers celui qui donne la paix, vers celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, vers celui qui dit, si on te gifle, tu nous tends l'autre. Je crois que pour moi, au-delà bien sûr des tensions qu'on a, je crois que des gens vont de plus en plus se préparer à rencontrer Christ. Et c'est pourquoi il faut continuer à annoncer l'évangile en dépit de ce qui arrive. Il me semble que les pays qui sont actuellement, on a dans le cas du Niger, qui sont même au Pakistan où on a encensé des chrétiens, je suis sûr que beaucoup de musulmans, je dirais de bonne foi, vont dire, mais tiens, comment peut-on faire ces choses au nom de notre foi? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil vers la Bible? Il commence à avoir un frémissement en termes de conversion vers la foi chrétienne parce qu'on estime que là, le Seigneur dit, pardonnez, pardonne. Le nombre de chrétiens, pour retailler vos propos, le nombre de chrétiens croient dans le monde, le chrétien évangélique, nous sommes à 610 millions aujourd'hui. Absolument. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut, qu'avec cette situation, on continue à travailler, à évangéliser. Et il faut que MTV continue à briller, de sorte que l'évangile puisse être la lumière qui pénètre dans tous les foyers. Certainement. Soyons solidaires également de nos frères du Niger. Parce que ce qui leur arrive ne sont pas à l'abri. Oui. Justement. Alors merci donc pour vos contributions, chers invités. Je rappelle qu'à ma droite, il y avait le pasteur et professeur en relations internationales Gadji Abraham, professeur agrégé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et juste en face de lui, il y avait M. Ndré Justin, magistrat et conseiller du ministre ivoirien de la Justice. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pouvez suivre cette émission également sur notre site web www.lumieredumonde.tv. D'ici là, portez-vous bien. D'ici à notre prochain numéro et que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir.